Massacre du 17 octobre. Évidemment, je me joins à vous, aussi dans la reconnaissance des visages, des histoires, des espoirs et des souffrances de tous ces manifestants et de ces manifestantes. Je pense notamment à Fatima Bédar, qui n'avait que 15 ans lorsqu'elle a été tuée. On a dû attendre jusqu'à 2006, il me semble, pour que sa dépouille soit enterrée à Béjaïa. Et paraît-il que son frère, Judy, a laissé son cartable dans un musée de cette ville, témoignant à jamais que quelque part le combat qui nous unit face à ceux qui renient toujours les droits des autres, c'est celui de la force de la culture contre la culture de la force. La manifestation du 17 octobre était une manifestation pacifique. Elle était celle de manifestants, de manifestantes qui auraient dû être protégés par le droit français, par les libertés qu'il induit, et précisément parce que non seulement ce droit a été bafoué, mais que l'État français, notamment la personne de l'ignoble Maurice Papon, a encouragé, a ordonné, a permis le massacre. Précisément pour cette raison-là, je me suis joint à mon collègue Idir Boumertit, député lui aussi, pour déposer une loi que je tiens dans mes mains, pour reconnaître les massacres du 17 octobre comme étant ceux d'un crime d'État. Les hommes et les femmes qui ont défilé dans les rues ce jour-là ont permis quelque part que nous puissions être aujourd'hui en train de manifester pour commémorer, pour se souvenir, et puis pour lutter, car je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Quelque part, nous devons à nos anciens, certains sont présents ici, nous leur devons justement cette capacité à manifester dans une forme de tranquillité que eux n'avaient pas. Et je crois, je suis même persuadé que nos anciens se sont justement battus et que leur sang a coulé pour que le nôtre n'ait plus jamais à couler et pour que celui de nos enfants n'ait plus jamais à couler non plus. La colonisation a pris fin, la mentalité coloniale n'a pas pris fin dans notre pays. Je le vois souvent. Je le vois la semaine dernière en commission des finances lorsqu'un député français a fait un rapport sur le coût des franco-algériens en France, estimant une somme loufoque de 2 milliards qu'il était bien incapable de justifier sous prétexte que des franco-algériens bénéficiaient de HLM, en oubliant au passage qu'ils payaient leur loyer. La mentalité coloniale envers les Algériens est particulièrement forte en ce moment. Elle s'est exprimée à travers la voix de M. Retailleau, mais je la vois aussi. Le même traitement qui a été fait contre les Algériens se fait aujourd'hui contre le peuple palestinien. La même invisibilisation, la même criminalisation. Et quelque part, le combat qui a été mené par nos anciens nous oblige aussi à être solidaires de tous ces peuples qui ont souffert de la colonisation. Je pense à nos collègues et nos camarades en Outre-mer, je pense au peuple palestinien, et je pense aussi à toute cette histoire et la beauté et la grandeur de ce combat qui s'est manifesté tant de fois à travers tous les océans, tous les continents. Les révolutionnaires français disaient la patrie ou la mort. En Irak, un poète palestinien a donné un hymne qui s'appelait Maoutini, ma patrie. Les Cubains disaient patria o muerto. Et voilà encore que continue ce long combat pour l'indépendance, pour la coopération évidemment et l'amour entre les peuples et pour leur droit à vivre digne et libre. Vous pouvez compter sur moi pour continuer ce combat. Merci à vous. Il y a des mots, vous savez, qui en politique pèsent vraiment plus lourd que d'autres. Et récemment, une déclaration du député La France Insoumise David Guiraud a pas mal résonné. Ah oui. En évoquant le 17 octobre 1961, il a employé un terme très fort, brutal même, massacre, un mot qui détonne encore, plus de 60 ans après. Ah oui, massacre. Un mot qui claque effectivement, et qui force à regarder une certaine réalité en face. Ce 17 octobre 61, faut être clair, ce n'est pas juste une bavure ou un dérapage incontrôlé. Non, bien sûr. C'est une répression d'État, organisée, d'une violence systémique contre des milliers d'Algériens
des Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris, faut vraiment insister là-dessus, pacifiquement. Contre ce couvre-feu discriminatoire. Exactement. Un couvre-feu raciste qui ne visait que les Français musulmans d'Algérie, comme on disait à l'époque, et toute cette violence, elle s'est déchaînée sous l'autorité du préfet de police, Maurice Papon. Un nom qui résonne lourdement dans notre histoire, et pas seulement pour ça. On parle de scènes terribles, de ratonnades en plein Paris, de gens tabassés, jetés à la Seine. Tout à fait. Jetés dans la Seine. Et justement, cette violence, elle est documentée. On a les travaux d'historiens, je pense à Jean-Luc Einaudi par exemple, qui ont, malgré les obstacles quand même, établi les faits depuis un bon moment déjà. Oui, le travail historique a été fait en grande partie. Mais alors, qu'un député aujourd'hui, un député de l'opposition, utilise ce mot précis, massacre, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je veux dire, au-delà du coup politique peut-être, est-ce que ça arrive à fissurer le récit officiel ou est-ce que c'est juste une posture, un marqueur pour son camp, sans vraie conséquence sur la reconnaissance par l'État français dans son ensemble? C'est quoi la portée réelle de ce mot-là à la tribune de l'Assemblée? C'est toute la question de la force des mots en politique et surtout dans la construction de la mémoire collective. Quand David Guiroudi affirme que, je cite de mémoire, la reconnaissance de ces massacres fait partie de notre histoire, de celle de la République, il fait plus qu'un simple constat historique. C'est un acte politique, clairement. Il essaye en fait de briser ce qu'on peut bien appeler un silence d'État. Ou en tout cas, une euphémisation d'État qui dure, qui perdure. Une minimisation constante. Voilà. Pendant des décennies, la version officielle, elle a oscillé entre quoi? Entre le déni pur et simple au début, puis la minimisation des chiffres. On a parlé de 3 morts au départ, c'est ahurissant. Oui, c'est incroyable. Et puis l'explication commode du simple maintien de l'ordre, qui aurait mal tourné face à des manifestants qu'on présentait comme violents, ce qui était faux. Une version qui arrangeait bien le pouvoir de l'époque, et même après. Évidemment, c'est toujours plus simple d'invoquer le chaos pour masquer une action organisée. Or, la réalité, c'est des dizaines et probablement des centaines de morts. Le bilan exact, d'ailleurs, reste encore débattu, justement à cause de cette occultation qui a été organisée. Et les arrestations massives? Oui. Des milliers d'arrestations, des gens parqués dans des conditions épouvantables, au Palais des Sports, à Coubertin, torturés dans les sous-sols de certains commissariats. C'était une véritable chasse à l'homme dans les rues de Paris, dans le métro, on pense à la station Bonne Nouvelle. C'est ça. Donc, utiliser le mot massacre, ça vise à nommer cette réalité-là, sans détour, à refuser l'édulcoration. Et ça vise surtout à dire, attention, ce n'est pas juste une page sombre de la guerre d'Algérie qui se serait, par malheur, invitée à Paris. Non, c'est autre chose. C'est un crime commis par l'État républicain français sur le sol métropolitain contre des civils qui étaient à ce moment-là administrativement français. Voilà le point clé. C'est ce déplacement du regard qui est essentiel, oui. Ce n'est plus un incident colonial lointain, mais une action au cœur même de la République. Exactement. Et c'est là, je crois, que la déclaration de Guiraud prend tout son sens. Elle tente d'arracher cet événement, le 17 octobre 61, à une histoire qui serait purement coloniale ou algérienne, pour l'inscrire totalement dans l'histoire nationale française, dans l'histoire de la République. C'est affirmer que la République, oui, celle des droits de l'homme, elle a été capable de ça. Et ça, c'est une contestation frontale du roman national. Vous savez, cette narration un peu lisse, un peu trop belle que la France se raconte parfois elle-même, en gommant ses parts d'ombre, celles qui dérangent. Je suis d'accord sur la force symbolique du geste et sur cette volonté de bousculer le roman national, mais soyons concrets, au-delà de ces mots, même s'ils sont forts, quelles sont les conséquences réelles? Parce que Emmanuel Macron lui-même en 2021, il avait parlé de crimes inexcusables pour la République. C'était déjà un pas important, non? Oui, c'était un pas. Indéniablement. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus, le mot massacre, brandi par un député LFI? Est-ce que ça ne risque pas surtout de raviver des tensions mémorielles sans pour autant déboucher sur une vraie politique de reconnaissance? C'est vrai, le geste d'Emmanuel Macron en 2021 était significatif. Une avancée nette par rapport aux décennies de silence ou de minimisation. Mais, crime inexcusable. Ça reste une formule qui, tout en admettant une faute grave, peut encore laisser une marge d'interprétation. Est-ce que c'est une faute morale? Une faute politique? Le mot massacre, lui, il renvoie plus directement à une intentionnalité, à une échelle de violence, à une nature spécifique de cette violence, organisée, contre des civils désarmés. C'est plus cru.
C'est plus cru, oui. Plus difficile à contourner sémantiquement. Ça pointe une responsabilité plus directe et plus écrasante de l'appareil d'État de l'époque. Pas en tête, bien sûr, mais couvert par sa hiérarchie, il ne faut pas l'oublier. Donc pour vous, ce n'est pas qu'une simple différence de mots. C'est vraiment une tentative de changer la qualification morale. Et peut-être même juridique, implicitement. C'est une tentative de l'imposer dans le débat public, oui. Ça pousse la question de la reconnaissance au-delà de la simple commémoration, ou même de la compassion. Si on parle de massacre, alors la question des excuses officielles de l'État, eh bien, elle se pose avec une nouvelle acuité, non? Forcément. La question d'éventuelles réparations aussi, même si on sait que c'est très complexe juridiquement, historiquement, mais elle ne peut plus être balayée comme ça d'un revers de main. Et puis surtout, ça interroge la façon dont cet événement est enseigné, ou plutôt, n'est pas toujours enseigné dans les écoles de la République. Comment on transmet cette histoire si on n'ose même pas la nommer correctement? Mais là, on touche au point sensible, au nerf de la guerre. Une reconnaissance officielle, pleine entière, avec des excuses, une inscription claire dans les manuels scolaires, ça voudrait dire que l'État français admettrait avoir sciemment organisé et couvert un massacre de ses propres ressortissants sur son territoire. Politiquement, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe mémorielle et politique. Est-ce que la société française et surtout la classe politique dans son ensemble est prête à entendre ça, à l'assumer? Ou est-ce que justement cette déclaration de Guiraud, parce qu'elle vient de l'opposition, disons radicale, permet au reste du jeu politique de la laisser un peu de côté, de la classer sans avoir à s'en emparer vraiment? C'est tout le paradoxe, et peut-être aussi une partie du calcul politique derrière, qui sait. D'un côté, cette parole, elle existe maintenant. Elle a été prononcée dans l'enceinte parlementaire, c'est acté, ça force le débat. Ça donne aussi une légitimité nouvelle ou accrue à la parole des associations, des militants de la mémoire, des descendants des victimes qui se battent depuis des décennies. Oui, ça leur donne du poids. Absolument. Ça conteste le narratif dominant de manière frontale. Mais de l'autre côté, vous avez raison. Le fait que ça vienne d'une frange politique particulière, ça peut permettre à d'autres de s'en distancier plus facilement. De dire « Oh, c'est de la politique politicienne » ou « Il jette de l'huile sur le feu ». Le risque classique de l'instrumentalisation de la mémoire. Toujours. Il est toujours là. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet cumulatif. Vous savez, chaque parole compte. Chaque plaque commémorative, même celle du pont Saint-Michel, qui a été si difficile à obtenir et dont les mots ont été pesés au trébuchet. Oui, avec une sémantique très prudente. Voilà, chaque travail d'historien, chaque geste politique, même s'il paraît isolé, ça contribue à éroder petit à petit le mur du déni. La déclaration de Guiraud, elle s'inscrit là-dedans, dans ce long processus. Ce n'est pas encore, c'est clair, la reconnaissance étatique pleine et entière. Le chemin institutionnel est loin, très loin d'être terminé. Mais c'est un jalon symbolique important, qui rend plus difficile le retour en arrière, ou le silence confortable d'avant. On observe encore aujourd'hui dans la relation franco-algérienne, et même à certaines fractures au sein de la société française. Mais comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? Le 17 octobre 1961, c'est un traumatisme majeur. Profond. Pas seulement pour l'Algérie, évidemment, qui y voit un symbole terrible de la violence coloniale, mais aussi pour des centaines de milliers de citoyens français. Des gens dont l'histoire familiale est directement liée à cette tragédie et plus largement à la guerre d'Algérie. Bien sûr. Tant que cette vérité-là n'est pas regardée en face, qu'elle n'est pas nommée clairement et assumée par l'État français, comment voulez-vous construire une relation apaisée avec l'Algérie? Et comment peut-on prétendre à une cohésion nationale vraiment sereine ici en France? Le non-dit, le déni partiel, l'euphémisme permanent. Tout ça, ça nourrit le ressentiment, la méfiance. Ça entretient le sentiment d'une injustice qui n'en finit pas. Ça empêche une vraie réconciliation des mémoires, pour reprendre l'expression consacrée. Une expression un peu fourre-tout parfois. Oui, et dont le contenu reste flou tant que les faits eux-mêmes ne sont pas établis et reconnus dans toute leur brutalité. C'est cette vérité dérangeante, comme on le notait, qui serait nécessaire pour commencer à refermer les plaies. Commencer à les soigner, oui. On ne referme pas des plaies aussi profondes d'un coup de baguette magique mémorielle, c'est certain. Mais affronter la vérité, c'est la condition première. Le courage, ce jour-là, en 61, ça a été celui des manifestants algériens. Ils ont bravé le couvre-feu, la répression pour leur dignité. Le courage, aujourd'hui, c'est celui d'affronter le récit de cette répression, sans chercher de faux fuyants. Le geste de David Guiraud, il participe de cette exigence, même s'il ne suffit pas, bien sûr. Il rappelle que cette histoire est là, elle est tenace, et elle ne disparaîtra pas tant qu'elle n'aura pas été pleinement intégrée à notre récit national. Avec les mots justes.
Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu ce moment précis, on a donc une parole politique forte, celle d'un député qui utilise le mot « massacre » pour qualifier le 17 octobre 1961. Il cherche par là à briser un tabou qui est la vie dure et à ancrer ce crime au cœur de l'histoire républicaine française, pas juste comme une note en bas de page de la guerre d'Algérie. C'est ça. Un acte symboliquement puissant, qui légitime aussi des revendications mémorielles anciennes, un déplacement sémantique et symbolique important. Une contestation du silence ou de l'euphémisation d'État. Mais en même temps, on voit bien que cette parole, comme elle vient d'une partie seulement de l'échiquier politique, eh bien, elle ne vaut pas reconnaissance officielle par l'État dans son ensemble. Les conséquences concrètes qu'on évoquait, les excuses formelles, la révision assumée des manuels, peut-être même des réparations, tout ça reste très lointain et, on l'a dit, politiquement explosif. Tout à fait. On est donc sur un jalon qui marque une brèche, peut-être dans le mur du silence, mais le chemin vers une assumption complète de cette histoire par la nation française, il reste encore très long. Compliqué. Et incertain. C'est une analyse lucide, oui. C'est un pas, mais sur un chemin qui est encore très escarpé. Ce combat pour la mémoire du 17 octobre 1961, finalement, comme beaucoup d'autres luttes contre l'oubli, qu'il soit collectif ou organisé, ça nous renvoie à une question fondamentale, non ? Est-ce qu'une société peut se construire sainement si elle ne regarde pas en face toutes les pages de son histoire, y compris les plus sombres, celles qui contredisent peut-être ses propres mythes fondateurs ? Le geste de David Guiraud, finalement, au-delà des calculs politiques qu'on peut y voir ou pas, ça nous interroge sur notre capacité collective, en France, à affronter ces vérités qui dérangent, celles qui obligent à une introspection qui est douloureuse, c'est sûr, mais probablement nécessaire. Et ça ouvre forcément une question plus large, presque vertigineuse au fond. Si un événement comme le 17 octobre 1961, qui est quand même très documenté maintenant, peine encore, après plus de 60 ans, à être appelé massacre par tous et reconnu pleinement par l'État qui en porte la responsabilité historique, combien d'autres zones d'ombre comme ça, combien d'autres silences, combien d'autres vérités dérangeantes parsèment notre histoire collective et attendent encore qu'on les regarde en face. Quelle sera la prochaine confrontation inévitable avec un passé qui décidément a du mal à passer ?